10 ans après le fameux Whatever It Takes de Mario Draghi, l'ex-président de la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui président du Conseil des ministres d'Italie, les risques d'une fragmentation de la devise communautaire sont plus grands que jamais. L'euro est littéralement en train de se casser la figure et se trouve désormais à parité avec le dollar. Une première depuis 20 ans suite à l'instauration de la devise communautaire en 2022. Autrement dit, et pour faire simple, 1 euro égale 1 dollar. Déjà en 2019, notre grand ministre de l'économie Bruno Le Maire avertissait que jamais l'avenir de notre monnaie n'avait été menacé compte tenu des divergences entre les États membres de la zone euro, pour une fois qu'il disait quelque chose de sensé. Ce danger, qui est loin d'être un cas hypothétique, est aujourd'hui partagé par un grand nombre d'analystes internationaux, et à titre d'exemple, depuis l'année dernière, l'euro, qui culminait à 1,22$, a chuté de 18% et de 37,5% par rapport au plus haut historique à 1,60$ atteint en 2008. Tout cela dans un contexte où l'inflation américaine s'est pourtant envolée, la guerre en Ukraine n'ayant fait qu'amplifier ce phénomène de chute. Robin Brooks, chef économiste de l'Institut de la Finance Internationale, avait d'ailleurs été le seul à prédire que la chute sous la parité était inexorable, et il explique que, à cause de la crise énergétique et du ralentissement de l'Allemagne, l'Europe se dirige tout droit vers la récession et en conséquence, l'euro est encore trop fort et va continuer à s'affaiblir. Qu'est-il en train de se passer? Quelles sont les réelles raisons de cette chute et que nous réserve le futur? C'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à toute la communauté et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Mathieu de la chaîne Libre et Riche. Que ce soit à cause de l'envolée de l'inflation ou de la tombée en récession des pays européens, les futurs mois s'annoncent extrêmement mouvementés. S'il y a de cela à peine une semaine, les principaux banquiers centraux de la planète nous disaient que nous étions entrés dans une nouvelle ère de forte inflation et de taux d'intérêt élevés, et que les forces désinflationnistes qui au cours des 15 dernières années avaient modéré l'évolution des prix et l'évolution des taux d'intérêt, qui jusqu'à très récemment se trouvaient à des niveaux historiquement bas, paradoxalement, ces derniers jours, nous avons été témoins de la forte baisse des anticipations d'inflation pour les années à venir. A titre d'exemple, les taux d'inflation moyens que les investisseurs anticipent actuellement pour la période 2027-2032 est de 2,1%, ce qui se rapproche étroitement de l'objectif d'inflation à moyen terme de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne, alors qu'un pic à 2,67% avait été atteint fin avril de cette année. Les raisons se trouvent en partie dans l'effondrement des prix des matières premières que nous avons expérimenté ces derniers jours, malgré un certain rebond fin de semaine dernière, le pétrole s'échangeant en dessous des 100$, et même le blé est sur le point de retrouver les niveaux de prix en vigueur avant l'invasion russe de l'Ukraine. Ainsi, de la même manière que les anticipations d'inflation sont en train de baisser, les anticipations de hausse des taux d'intérêt chutent également. Par exemple, l'obligation américaine à 10 ans, qui approchait le mois dernier les 3,5%, est tombée sous les 3% et est tombée à 2,8%. De l'autre côté de l'Atlantique, le taux français, qui culminait à 2,4%, est tombé 1,6%, tandis que le taux allemand, qui avait atteint les 1,8%, se trouve désormais à 1,1%. Du coup, forcément, la question que l'on a en droit de se poser, c'est quelles sont les raisons de ces changements soudains des anticipations d'évolution de l'inflation à moyen terme. Cela semble clair, la raison ne s'explique évidemment pas parce que l'offre de pétrole ou de blé aurait soudainement été multipliée ou parce que l'on serait parvenu à résoudre les problèmes d'approvisionnement qui étaient censés être la cause ultime de l'inflation historiquement élevée que nous subissons actuellement. Non, la baisse des prix des matières premières est due au sentiment du marché qu'une récession de l'économie mondiale est hautement probable et que, par conséquent, nous devrions assister à une contraction de l'activité économique au cours des prochains trimestres. D'ailleurs, à plusieurs reprises, nous avions évoqué au cours de précédentes vidéos que la seule façon de résoudre la forte inflation qui nous touche actuellement serait de faire tomber les pays en récession. Or, c'est précisément ce que sont anticipés aujourd'hui les marchés. Les dernières communications des autorités monétaires que nous avions analysées lors d'une précédente vidéo allaient justement dans ce sens, et Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale américaine, faisait justement savoir que la Fed privilégie désormais la lutte contre l'inflation aux dépens de la croissance économique, et que, par conséquent, il n'hésitera pas à augmenter les taux d'intérêt, même en pleine récession, si cela s'avérait nécessaire. Ainsi, il semble que les marchés aient en partie cru leurs paroles, modifiant ainsi leurs prévisions. Par conséquent, en même temps que l'anticipation des taux d'intérêt futurs diminue,
non pas parce que la croissance est prioritaire sur l'inflation, mais parce que l'on est convaincu que l'inflation commencera à s'inverser à cause de la récession, le dollar continue de se renforcer par rapport aux autres devises parce que face à une contraction économique, les marchés chercheront refuge dans la monnaie de réserve mondiale. Bien évidemment, les anticipations actuelles sont des anticipations qui se forment avec les informations disponibles dans le présent, et donc, par conséquent, ces informations sont susceptibles de changer dès que de nouvelles données apparaîtront. Par exemple, si l'on venait à se rendre compte que l'économie américaine continue de se renforcer malgré les hausses de taux d'intérêt et que, par conséquent, les dépenses globales ne se réduisent pas, alors les anticipations d'inflation et de taux d'intérêt seront à nouveau révisées à la hausse. A l'inverse, si l'on venait à se rendre compte que, malgré le fait de tomber en récession, l'inflation n'était pas entièrement maîtrisée, les nouvelles stimulations budgétaires et monétaires, ayant pour objectif de relancer l'activité économique, feraient peser un risque en réalimentant l'inflation, portant atteinte par la même occasion à la crédibilité de la Banque centrale. D'ailleurs, pour l'anecdote, la crédibilité de la Banque centrale européenne semble être déjà en berne, puisque, comme on peut le voir, une étude récemment publiée par le Centre de recherche sur les politiques économiques explique que, bien que la BCE intensifie ses interventions afin de renforcer la confiance dans ses politiques monétaires, des discours plus fréquents ont plutôt eu tendance à affaiblir la confiance des citoyens dans la BCE. Malgré tout, pour le moment, il semble que les marchés commencent à prendre plus au sérieux le risque d'une récession dans les mois à venir. En ce sens, qu'il s'agisse de l'inflation ou de la récession, le court et moyen terme ne s'annoncent pas tout rose. On vient de le voir, alors que depuis sa création l'euro culminait à près de 1 euro pour 1,60$ en 2008, suite à la crise immobilière de l'époque, depuis maintenant près de 10 ans, il suit une tendance baissière et s'est littéralement effondré depuis juin de l'année dernière, atteignant la parité avec le billet vert américain. De ce fait, il est fréquent de dire que l'euro est actuellement en train de s'effondrer, et j'ai d'ailleurs moi-même utilisé cette formulation au cours de cette vidéo. Pourtant, dire cela revient en réalité à ne se focaliser que sur l'envers de la médaille. Je m'explique. Lorsque l'on valorise une devise, cette dernière est toujours effectuée par rapport à d'autres devises, généralement le dollar. En ce sens, la question que l'on peut se poser c'est, est-ce que c'est l'euro qui chute? Est-ce que c'est le dollar qui monte? Ou un peu des deux? Pour cela, on peut se focaliser sur les tickers EXY ou Euro Index Currency et DXY ou Dollar Index Currency. Le premier est un indice qui représente un panier de 4 devises principales par rapport à l'euro, constitué du dollar américain, de la livre sterling, du yen japonais et du franc suisse, tandis que le second est l'indice du dollar américain, composé de 6 devises étrangères que sont l'euro, le yen japonais, la livre britannique, le dollar canadien, la couronne suédoise ainsi que le franc suisse. Or, à en croire ces deux indices, on se rend compte qu'il s'agit un peu des deux, c'est-à-dire que non seulement l'euro s'est effondré, mais en plus, le dollar, lui, s'est envolé. Il faut savoir que le taux de change entre deux devises est soumis à de nombreux facteurs qui interagissent entre eux d'un point de vue macroéconomique. C'est donc leur confrontation qui fixe ce taux, et on peut en mettre en exergue 6 différents. Premièrement, il faut prendre en compte la balance courante. Pour faire simple, la balance courante, c'est la différence entre les exportations et les importations, représentée par les échanges internationaux de biens, c'est-à-dire la balance commerciale, et de services, c'est-à-dire la balance des services. À ces échanges internationaux de biens et services s'ajoutent également les revenus primaires et secondaires, c'est-à-dire les salaires ou les revenus des investissements, on parle de balance des revenus, et les aides internationales ou envoi d'argent à l'étranger, on parle alors de balance des transferts. Donc, si un pays présente un déficit de la balance courante, cela signifie de façon très simplifiée qu'il a plus importé qu'exporté. Or, les fournisseurs étrangers exigent d'être payés et les importateurs de la zone euro qui achètent à l'étranger doivent se procurer des devises étrangères pour effectuer ces transactions. Ainsi, pour se procurer ces devises, celui qui importe va le faire soit avec les réserves qu'il possède, soit en s'endettant. Typiquement, pour acheter du pétrole, les pays de la zone euro doivent se procurer des dollars, ce qui provoque une hausse de la demande de dollars et une baisse de la demande d'euros, faisant pression à la baisse sur la devise de celui qui importe, ici l'euro, et pression à la hausse sur la devise de celui qui exporte, ici le dollar. D'ailleurs, un des problèmes auxquels l'Occident, et notamment l'Europe, doit faire face aujourd'hui, c'est qu'elle menace de mettre en place un grand nombre de sanctions contre la Russie, non pas aujourd'hui, mais dans le futur, ce qui fait monter les prix des produits énergétiques, et dans le même temps, elle continue d'importer les mêmes quantités, lui envoyant énormément d'argent dans le présent, octroyant ainsi à Poutine un pouvoir énorme sur nous. Comme on peut le voir, en 2002, par rapport à 2021, l'argent envoyé à Moscou a littéralement explosé. En ce sens, ici, l'euro
est en baisse pour plusieurs raisons. À court terme, parce que la hausse des prix de l'énergie suppose un choc négatif sur la balance courante de la zone euro, provoquant la chute de la devise, comme nous venons de le voir, et à moyen terme, parce que le modèle de croissance allemand, basé sur une énergie russe abondante et bon marché, est désormais terminé. Cela nous mène donc à la deuxième raison et en très haut niveau d'endettement public. Si la dette n'est pas une mauvaise chose en soi et dépend avant tout de l'utilisation qui est faite de l'argent, de manière générale, plus la dette d'un pays est élevée, plus les investisseurs sont méfiants. En effet, un niveau de dette élevé peut potentiellement suggérer une incertitude concernant la solvabilité du pays, provoquant une fuite monétaire, c'est-à-dire que les investisseurs refusent d'accepter les passifs financiers que sont les billets du pays en question, ce qui fait baisser la demande de monnaie, et donc provoque de l'inflation et une dépréciation de la valeur de la devise. Aujourd'hui, s'il est vrai que les États-Unis sont plus endettés que la zone euro, puisque la dette américaine représente près de 130% de son PIB contre 95,7% du côté de la zone euro, la comparaison est en réalité biaisée, et au-delà de ce chiffre, certes inférieur, il existe un facteur supplémentaire ajoutant une part d'incertitude et affectant la valeur de l'euro. Il s'agit des disparités qui existent entre les différents pays de la zone euro, leur niveau d'endettement et donc leur solvabilité, notamment compte tenu du resserrement de la politique monétaire. En outre, il convient également de prendre en compte le statut de la devise à analyser. Le dollar américain est traditionnellement considéré comme une valeur refuge et continue d'être majoritairement utilisé en tant que réserve de change puisqu'il représente près de 59% des réserves de change internationales. Le billet vert doit son statut de valeur refuge en raison de son histoire et notamment du pétrodollar, faisant mécaniquement croître sa demande et donc sa valeur par rapport à d'autres devises comme l'euro, comme j'avais eu l'occasion de l'expliquer dans une précédente vidéo. En ce sens, le quatrième facteur concerne l'étroite relation qu'il existe entre l'inflation et la politique monétaire des banques centrales. En réalité, plus que d'inflation, il faudrait parler d'inflation de l'économie réelle. En effet, comme je l'explique dans mon e-book que vous pouvez télécharger exceptionnellement de manière totalement gratuite, intitulé Le guide de l'inflation, ses effets et les solutions pour s'en protéger, dont le lien se trouve en description de cette vidéo, on pourrait parler de 3 types d'inflation différents, étant donné que par définition, l'inflation est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie. L'inflation de l'économie réelle, sur laquelle nous nous focalisons pratiquement tous, l'inflation des changes et l'inflation de l'économie financière. Ainsi, l'inflation de l'économie réelle n'est pas synonyme en tant que telle de baisse du taux de change, mais c'est plutôt son étroite relation qu'elle entretient avec la politique monétaire et notamment l'évolution des taux directeurs fixés par les banques centrales afin de contenir cette inflation au travers de ce que l'on appelle la règle de Taylor. Les banques centrales jouent un rôle prépondérant dans l'évolution du cours des changes au travers de leur politique monétaire, soit en mettant en place des politiques dites non conventionnelles, et notamment le quantitative easing, ou assouplissement quantitatif en français, qui consiste à racheter des titres de dette sur les marchés, soit en manipulant les taux directeurs, ces deux types d'interventions ayant pour vocation de faire baisser les taux. Or, aujourd'hui, c'est de cela qu'il s'agit avec la chute de l'euro. Les marchés anticipent un cycle de hausse de la Réserve fédérale de 260 points de base jusqu'à fin 2024, comme illustré par la courbe noire, et sur la même période, ils anticipent des hausses de la BCE de 210 points de base, alors même que la zone euro est en train de tomber en récession. Or, sachant que la BCE se trouve dans une impasse et ne peut pas se permettre de trop remonter les taux, c'est la valeur de l'euro qui trinque. D'ailleurs, il devient de plus en plus clair que la zone euro se dirige tout droit vers la récession, car même si les conditions financières au sein de la zone et aux États-Unis se sont bien plus resserrées qu'au Japon, les marchés savent pertinemment que cette situation ne peut pas durer et ne sera que temporaire. Finalement, le dernier facteur à prendre en compte concerne les événements géopolitiques. La guerre en Ukraine a précipité l'euro dans sa chute, compte tenu des différentes sanctions prises à l'encontre de la Russie, alors même que, comme nous l'avions vu dès le début, une simple analyse des faits nous démontre que les pays européens allaient nécessairement devoir en assumer les conséquences, puisque la santé de l'économie, et donc par voie de conséquence, la valeur de l'euro, est étroitement liée au secteur de l'énergie. Par exemple, les prix du pétrole, représentés par la courbe orange, ont historiquement affiché une corrélation positive avec l'euro. Mais la hausse actuelle des prix du pétrole est due à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui provoque un choc d'approvisionnement en pétrole et plonge également la zone euro dans la récession, mettant un terme à cette corrélation positive. Un autre exemple a trait au gazoduc Nord Stream, acheminant du gaz russe vers l'Allemagne, qui est actuellement mis hors service en raison d'une maintenance durant 10 jours. Poutine a donc réduit la livraison de gaz via ce gazoduc de 60% en juin, et désormais, la seule question est de savoir quand une coupure supplémentaire sera réalisée sur les 40% restants.
Comme on vient de le voir, les pays occidentaux se dirigent tout droit vers une récession, mais ce n'est pas tout, car en plus, le renforcement du dollar actuel aura pour conséquence d'affecter négativement les économies émergentes. C'est en ce sens que l'on pourrait s'attendre à une récession mondiale, car de nombreux pays émergents sont en quelque sorte à la merci de la réserve fédérale américaine. En effet, lorsque les conditions monétaires américaines sont souples, les capitaux sont poussés vers les économies émergentes, ce qui facilite l'autofinancement de ces pays, et à l'inverse, lorsque les conditions monétaires se resserrent, comme cela est le cas dernièrement, la direction des flux s'inverse, puisque le capital recherche des rendements plus élevés et moins risqués, notamment aux États-Unis. Ce cycle est généralement le résultat de l'impact de la hausse ou de la baisse des taux d'intérêt américains sur les flux des capitaux vers les pays en développement. Pourtant, ce n'est pas seulement le rendement des actifs américains qui affecte ces pays, le taux de change du dollar joue également un grand rôle, et ce pour 4 raisons. Premièrement, un dollar plus fort a tendance à déprimer la croissance du commerce mondial. Étant donné qu'il s'agit de la devise dominante pour la facturation et le règlement d'une grande partie des transactions commerciales mondiales, et donc que le pouvoir d'achat des devises autres que le dollar diminue lorsque le billet vert s'apprécie, une appréciation de la devise américaine tend à rendre le monde plus pauvre et moins présent dans le commerce international. Étant donné que les pays en développement ont tendance à être ce que les économistes appellent des petites économies ouvertes qui dépendent particulièrement du commerce mondial, tout ce qui exerce une pression à la baisse sur celui-ci est susceptible de leur être pernicieux. Deuxièmement, un dollar plus fort a tendance à éroder la solvabilité des pays en développement dont la dette est libellée en dollars américains. L'appréciation du dollar rend plus coûteux pour les pays d'acheter la devise américaine dont ils ont besoin sur les marchés pour assurer le service de leur dette. Cela risque d'être le plus douloureux pour les pays à faible revenu qui n'ont généralement qu'une capacité limitée à emprunter à l'international dans leur propre monnaie, même dans les meilleurs moments. Troisièmement, un dollar plus fort est susceptible d'être gênant pour la Chine ces jours-ci, et ce qui est mauvais pour ce pays est généralement également préjudiciable pour les économies émergentes, compte tenu de leur lien avec les chaînes d'approvisionnement chinoises et la demande de matières premières. Bien qu'il soit superficiellement attrayant de penser qu'un affaiblissement du renminbi pourrait être un moyen pratique de stimuler les exportations chinoises, il existe deux forces plus importantes à l'œuvre dans la direction opposée. La première est qu'en faisant grimper le coût des matières premières importées, un renminbi plus faible rend la vie difficile aux petites et moyennes entreprises en Chine qui, de toute façon, ont été confrontées à une pression prolongée sur leur rentabilité, et la seconde est qu'un renminbi plus faible a tendance à déclencher des sorties de capitaux en provenance de la Chine, ce que les autorités de Pékin préfèrent éviter, car elles cherchent à maintenir les anticipations positives sur sa devise. Enfin, un dollar plus fort, aujourd'hui, est susceptible d'être plus inflationniste pour les économies émergentes que cela ne l'était par le passé. L'économie mondiale est donc actuellement assez hostile pour les pays émergents, entre l'augmentation des risques de récession à l'ouest, un ralentissement en Chine, une disponibilité réduite et un coût de financement plus élevé à mesure que les investisseurs deviennent plus réfractaires au risque, l'accélération de l'inflation presque partout et l'inquiétude croissante concernant la disponibilité des aliments dans un certain nombre de pays. Et encore, cela n'est en réalité qu'un premier avant-goût, car en toile de fond, de plus en plus de décideurs politiques cherchent à promouvoir la démondialisation. Avec tout cela, un dollar en hausse est la dernière chose dont les pays en développement ont besoin. Pourtant, le problème pourrait ne pas disparaître de sitôt. Au début des années 80, la dernière fois que les États-Unis ont dû faire face à un problème d'inflation vraiment tenace, le dollar avait augmenté de près de 80% suite à la hausse des taux décrétée par Paul Volcker, le président de la Fed de l'époque, ce qui avait eu des conséquences extrêmement importantes sur les pays d'Amérique du Sud notamment. D'ailleurs, comme on peut le voir, la performance de l'indice MSCI Emerging Market était nulle, voire négative, durant cette période, et il s'est déjà mis à chuter depuis maintenant un an. Comme on peut le voir, les sorties des capitaux des marchés émergents hors Chine ont drastiquement chuté depuis le début de l'année, et il existe donc un risque élevé de récession mondiale, ce qui n'aidera pas les flux de capitaux à se redresser. Et toi, que penses-tu de l'euro et de son futur, d'autant plus qu'hier, la BCE a publié un communiqué annonçant l'adhésion de la Croatie à l'euro à partir du 1er janvier 2023. Une récession mondiale est-elle envisageable? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires sous cette vidéo. Comme tu le sais, nous les lisons tous et répondons à chacun d'entre eux. En tout cas, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la liker et t'abonner à la chaîne, et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram et le groupe Discord, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.